Merci beaucoup, Christian, pour cette vision très, très synthétique des enjeux des relations entre Chine et petits pays du Pacifique. Alors maintenant, nous allons quitter le Pacifique pour aller plutôt vers l'Europe. Et nous allons avoir un exposé qui est une question: y a-t-il un tournant asiatique de la Russie? Et pour ce faire, nous allons entendre Madame Isabelle Facon, qui est maître de conférences à l'École polytechnique et qui anime le cours géopolitique de l'Eurasie et qui est également maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Isabelle. Merci, Monsieur le Président. Donc je vais vous parler, moi, d'un géant asiatique par la géographie, un petit peu moins sur le plan politique et économique. Et donc il y a un rééquilibrage de la diplomatie russe vers l'Asie qui n'est pas une nouveauté. C'est pas seulement lié à la crise en Ukraine, même si évidemment, naturellement, Moscou a beaucoup mis en avant le paramètre de sa diplomatie russe en Asie pour montrer qu'elle n'est pas isolée parce que les Occidentaux le disent ou le veulent et qu'elle a des partenariats ailleurs. Et c'est vrai qu'en 2014, il s'est passé un certain nombre de choses du côté des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai qu'il ne faut pas exagérer, mais qu'il ne faut pas minorer non plus. Et en juillet prochain, donc, il y aura 2 réunions de ces 2 groupements à Oufa en Russie, ce qui sera certainement une occasion supplémentaire pour eux d'afficher le renforcement de leurs liens. Alors donc ce rééquilibrage de la diplomatie russe vers l'Asie n'est pas une nouveauté, puisque lentement mais sûrement, on a vu la Russie commencer, donc à partir du milieu des années 2000, en fait, à consacrer beaucoup plus d'énergie au vecteur asiatique de sa politique étrangère. J'ai pas le temps de développer, mais on se souvient que la Russie avait accueilli le sommet de l'APEC à Vladivostok en 2012 et que c'était censé symboliser et incarner ce rééquilibrage. On se souvient aussi que le président Obama avait choisi de ne pas participer à ce sommet. Et il n'y a pas que de l'affichage, il y a aussi des objectifs économiques qui sont en train de se réaliser, mais très lentement, mais il y a quand même des évolutions. Et Moscou a l'intention de faire en sorte que d'ici à 2020, à peu 50% de son commerce extérieur se réalise avec la région Asie-Pacifique, contre les 20-25% actuellement. Et c'est vrai que d'une façon générale, on voit un frémissement dans les relations commerciales de la Russie avec les grands acteurs de la Grande Asie. Donc la Chine, qui est devenue en 2010 le premier partenaire commercial de la Russie devant l'Allemagne. Entre 2005 et 2010, un doublement du commerce entre la Russie et le Japon, et également un triplement sur la même période avec la Corée du Sud. Et donc avec ces 3 partenaires, aujourd'hui la Russie réalise 17% de son commerce extérieur. Donc il y a quand même une évolution du point de vue économique. On a noté aussi un renforcement relatif de la présence militaire de la Russie, à la fois dans la partie asiatique de son territoire, mais c'était pas du luxe parce qu'il y avait vraiment eu une sorte de dépeuplement aussi de l'extrême-orient russe du point de vue militaire depuis la fin de la guerre froide. Et puis on voit aussi un effort pour montrer la puissance militaire russe dans le Pacifique. Bon, on voit aussi depuis 2012 des exercices navals avec la Chine. Donc il y a une évolution aussi de ce côté-là. Alors, derrière cet effort, il y a différentes motivations qui, là encore, ne tiennent pas qu'à la crise en Ukraine et qui ne tiennent pas qu'aux relations avec l'Occident. Des motivations importantes. La première, c'est la prise en compte de ce que tout le monde constate, c'est-à-dire le déplacement des équilibres stratégiques et économiques internationaux vers la Grande Asie. Le deuxième élément, c'est que la Russie veut être considérée comme une puissance d'envergure globale, qui a une responsabilité globale. Ça reste vraiment un de ses objectifs clés en matière de politique extérieure. Et donc, de ce point de vue-là, elle estime qu'elle ne peut plus faire l'économie d'une présence plus marquée dans la Grande Asie, où il faut bien dire qu'elle est souvent considérée comme plutôt atone politiquement et économiquement. Il y a vraiment pour la Russie un travail de rattrapage à faire dans la Grande Asie en termes de présence politique et économique. Et je reprendrai volontiers l'image qui avait été utilisée ici même par Andrei Gratchev sur cet aspect, sur ce côté finalement assez peu asiatique de la Russie. Il disait il nous a rappelé qu'il y avait une comparaison fréquente qui était faite entre la Russie et une sorte d'animal de légende avec une toute petite tête, une tête européenne et un
gros corps, le corps asiatique, puisque les 3/4 du territoire de la Russie sont situés au-delà de l'Oural, pour dire en fait que l'élite politique et culturelle a toujours été tournée vers l'Europe, et puis que du coup la Russie faisait pas grand-chose en Asie, et c'est vrai qu'elle utilise assez peu sa façade pacifique. Ensuite, il y a une deuxième motivation très importante vue des Russes, c'est-à-dire la nécessité d'être plus présente en Asie pour essayer de favoriser le développement de ces territoires extrême-orientaux. Donc, on sait que la Russie, en Extrême-Orient, elle se dépeuple, elle se désindustrialise, qu'ils ont beaucoup de mal à faire redémarrer une activité économique, ce qui d'ailleurs crée des inquiétudes par rapport à la vitalité chinoise de l'autre côté de la frontière. Et donc là, l'idée, c'est qu'à travers une multiplication des partenariats en Asie, on pourra avoir plus d'investissements, de technologies, de main-d'œuvre pour renforcer le développement économique de la Russie dans cette région. Alors évidemment, il y a un troisième facteur. C'est vrai que cette démarche de la Russie vers l'Asie prend aussi en compte, mais donc pas encore une fois pas uniquement, la détérioration a priori structurelle des relations entre la Russie sur le plan politique et stratégique avec les pays occidentaux. Bon, je crois que le conflit en Ukraine a largement confirmé cette détérioration. Mais encore une fois, ce n'était pas le facteur principal ni le facteur unique du tournant de la Russie vers l'Asie, même si des officiels russes, évidemment, ont pu le présenter sous ce jour. En revanche, c'est vrai que la crise en Ukraine, en confirmant de la manière la plus claire possible la détérioration des rapports stratégiques avec l'Occident, en l'ancrant dans un terme qui risque d'être assez long, cette détérioration, ça va certainement accélérer cette démarche de la Russie vers l'Asie. Il ne s'agit pas, je pense que c'est clair qu'il ne s'agit pas de quitter l'Europe pour la Russie, surtout économiquement. On sait que plus de 50% du commerce extérieur est avec l'Union européenne, qu'en termes d'investissement, les Européens pour l'instant sont encore prédominants. Mais c'est clair qu'il s'agit de rééquilibrer, que là encore, cette tendance, elle ne date pas de la crise ukrainienne. La volonté de la Russie de rééquilibrer ses exportations d'énergie vers les marchés asiatiques par rapport à l'Europe, ça c'est quelque chose qu'elle avait commencé avant la crise ukrainienne. De la même façon, sur les questions de sanctions, d'embargo technologique, etc. Évidemment que la Russie aujourd'hui va chercher d'autres partenaires. C'est pas forcément évident d'ailleurs qu'elle les trouvera aisément, mais en tout cas, c'est pas non plus une nouveauté dans le sens où dans tout le débat russe sur la modernisation qui est en cours depuis plusieurs années, on s'interroge, il y a un vrai débat sur où faut-il chercher les partenaires. Traditionnellement, on va plutôt les chercher du côté européen, mais depuis quelques années, on voyait quand même que ce débat prenait de plus en plus en compte la possibilité d'aller chercher des partenaires ailleurs. Alors dans ce cadre-là, on peut avoir des questionnements sur la façon dont la Russie perçoit l'évolution de sa relation avec la Chine, puisque parmi les facteurs de cet effort de rééquilibrage vers l'Asie, il figurait aussi le souci exprimé de façon implicite, parce que les Russes ne vont jamais dire officiellement qu'ils s'inquiètent de la vitalité chinoise et des risques pour eux, mais c'est vrai que dans cet effort pour rééquilibrer vers l'Asie, il y avait aussi l'objectif d'équilibrer le poids de la relation avec la Chine. Or, la nouvelle donne créée par la situation en Ukraine accélère très clairement ce rapprochement entre les deux. Et en fait, pour l'instant, le tournant vers l'Asie, il est surtout avec la Chine. Il faut quand même le constater. Bon, la Chine qui s'est montrée plutôt compréhensive vis-à-vis de la Russie sur la question ukrainienne. Bon, alors je ne vais pas donner tous les exemples de ce rapprochement accéléré. Il y a eu la signature en mai de l'année dernière du grand contrat gazier avec Pékin. Là, pour le printemps, on nous annonce des manœuvres conjointes en Méditerranée, des choses qui se font maintenant en matière d'armement sur lesquelles la Russie ne voulait pas avancer, qui tout d'un coup semblent devoir se débloquer, et puis des possibilités en matière de coopération industrielle qui sont évoquées. Le fait que la Banque nationale chinoise a décidé d'ouvrir une ligne de crédit pour les grandes banques russes qui sont sous sanctions occidentales. Donc on a quand même un certain nombre d'exemples qui vont dans le sens d'un rapprochement accéléré.
Et c'est vrai que dans son effort pour essayer de trouver des partenariats avec d'autres pays asiatiques qui permettraient d'équilibrer la relation avec la Chine, qui est déséquilibrée pour des tas de raisons, on l'a évoqué tout à l'heure dans le premier exposé, là la crise ukrainienne peut compliquer les calculs russes, en tout cas peut restreindre en fait les options, les marges de manœuvre pour Moscou. Alors on a évoqué tout à l'heure quand même, je voulais revenir là-dessus, moi je suis tout à fait d'accord sur les nombreuses arrière-pensées qui existent dans les relations sino-russes et les inquiétudes de la Russie à ce sujet. Mais sans être alliés, je pense qu'il peut quand même y avoir des convergences fortes sur des points qui leur paraissent essentiels à tous les deux. Et je pense que, sans parler nécessairement d'alliance, il peut quand même y avoir, ça dépendra beaucoup en fait, l'avenir de cette relation sino-russe, de ce qu'ils percevront des intentions des pays occidentaux et des politiques des pays occidentaux. Alors perception n'est pas forcément raison, mais il me semble quand même, et je crois que la crise ukrainienne l'a quand même assez fortement montré, que beaucoup dépendra de leur vision commune sur ce sujet-là. Et ce que je vois à travers la crise ukrainienne, c'est que des verrous ont sauté, que j'imaginais pas forcément sauter il y a ne serait-ce que 2 ou 3 ans, à la faveur de cette crise ukrainienne. Alors cela dit, je disais que cette affaire ukrainienne allait limiter les marges de manœuvre de la Russie pour avoir des partenariats asiatiques qui équilibrent sa relation avec la Chine. L'Inde est très importante de ce point de vue-là, elle l'est depuis toujours, et l'Inde aussi a montré une certaine compréhension vis-à-vis de Moscou sur ce qui s'est passé en Ukraine, et a eu une position assez négative sur la question des sanctions. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'Organisation de coopération de Shanghai et le groupe des BRICS, c'est assez important du point de vue de cette tentative d'équilibre russe entre la Chine et d'autres partenaires asiatiques. Donc la relation avec l'Inde, de ce point de vue, est extrêmement importante pour Moscou. Alors le Japon, il y avait là aussi un frémissement, des relations politiques plus étroites qui se mettaient en place. Je crois que le Premier ministre japonais souhaite vraiment ce rapprochement. On reparlait des Kourils et de la possibilité de trouver, qui sait, une solution à ce sujet. Mais pour l'instant, les relations sont un petit peu en suspens, puisque le Japon suit la politique de sanctions. On sait aussi que la façon dont les Russes ont géré la question de la Crimée pose de nombreuses questions au Japon, notamment par rapport au territoire du Nord /Kouril. Donc pour l'instant, la possibilité d'un partenariat très étroit avec le Japon est un petit peu limitée, aussi du fait de la pression que les Américains ne manqueront pas d'exercer sur le Japon dans le développement de possibles partenariats industriels, technologiques avec la Russie. La Corée du Sud, elle aussi marquait un intérêt pour différents types de coopération avec la Russie. À ma connaissance, j'ai oublié d'actualiser, mais à ma connaissance, la Corée n'a pas voulu imposer de sanctions à la Russie, mais il me semble que ces deux acteurs qui sont très importants dans le jeu russe d'équilibre en Asie, quand même donneront la priorité aux partenaires américains, justement du fait de leurs inquiétudes face à la montée en puissance de la Chine. Et donc du coup, il pourrait y avoir quand même des limites à ce qu'ils pourront entreprendre en termes de coopération avec la Russie en fonction du degré de pression américaine. Et donc de ce point de vue-là, je dirais que la crise en Ukraine rend la bascule russe vers l'Asie plus nécessaire, mais aussi plus inconfortable que ce qui était le cas auparavant, et que pour éviter d'avoir un lien trop étouffant ou trop déséquilibré avec la Chine, la Russie va en tout cas certainement redoubler d'efforts en Asie, ce qui là aussi pourrait aller dans le sens d'un vrai redéploiement de ses énergies diplomatiques vers l'Asie, ce qui serait quand même une vraie rupture dans la pensée stratégique russe, puisque traditionnellement la Russie a toujours été très occidentalo-centrée dans sa diplomatie et sa stratégie. Merci.